cas, bonjour. Pour moi, c'est un très grand honneur d'être avec vous, Irène. Irène Grosjean, docteur en naturopathie. Vous mangez cru depuis plus de 50 ans. Non, pas tout à fait. J'ai d'abord été végétarienne, c'était le point de Le départ, point de départ. et puis c'est venu insensiblement parce que ça s'est imposé. Oh, exactement. Mais tout cru il y a une vingtaine d'années. Ouais. Donc il y a des étapes pour ça. Enfin, Irène, pour moi, il y en a eu. vous êtes formatrice, alors vous allez partout dans le monde. Vous êtes formatrice aussi bien au Maroc, en Grèce et aussi en Provence. Vous avez été massivement connu aussi par votre formidable vidéo qui est La vie en abondance. Aujourd'hui, vous soignez des milliers de gens dans diverses pathologies et vous avez également l'animation de stages, de différents séminaires partout en France sur l'alimentation vivante. Oui. Comment vous faites pour gérer ça aujourd'hui? Mais je suis bien occupée. Alors, le lien que je voudrais faire aujourd'hui avec ma présence, c'est l'alimentation sur les sportifs. Il y a tout un tas d'informations dans lesquelles le sportif va essayer de chercher à améliorer ses performances. Et particulièrement, je vais commencer par la première question. Vous savez, je reçois des gens dans la préparation physique qui sont néophytes et qui cherchent également à perdre du poids. Et je voudrais vous poser la question, quelle est pour vous l'alimentation pour quelqu'un qui veut perdre du poids et qui démarre une activité sportive idéale dans l'alimentation vivante? Ben, c'est qu'il se nourrisse comme un singe, qu'il soit cueilleur, qu'il puisse se nourrir de tout ce qu'il peut manger cru et végétal. L'énergie de l'air, de la terre, de l'eau, du soleil, elle est dans les fruits, dans les plantes vertes, dans tout ce qu'on peut manger de vivant et de végétal. Et dans les graines germées, au niveau des sportifs, puisque les graines germées, les graines normalement sont faites pour les granivores, c'est-à-dire ceux qui ont un bec et un gésier, un jabogermoire. Nous n'avons pas cela. Mais les graines germées sont transformées enzymatiquement, elles sont beaucoup plus faciles à digérer. Et c'est de cette façon, la seule façon dont on peut manger avec bénéfice des graines, c'est germer, c'est pas cuit. Et c'est pas les sucres lents. Avec les sucres lents, on a obligé tous les sportifs à se doper, à se droguer. Parce que les sucres lents n'apportent aucune énergie. Et comme le foie humain est fait pour digérer les fruits des arbres de notre bonne vieille terre, il ne peut pas digérer totalement les sucres lents, les féculents, quels qu'ils soient, et chaque indigestion de ces sucres lents laisse des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et avec ces mucosités qui passent dans la lymphe, qui ralentissent toutes les fonctions de l'organisme, bien évidemment, on va entrer en fréquence basse et dans la peur, dans la timidité, et on va faire toutes les maladies pénibles, gênantes et non douloureuses. C'est intéressant cette question parce que lorsque je reçois des personnes qui viennent dans mon établissement et viennent souvent pour perdre du poids, bien sûr je leur suggère de limiter tous les sucres, toutes les pâtes ou les féculents, en tout cas d'en manger le moins possible. Et cependant, j'ai souvent cette question où ces personnes qui démarrent ont peur d'être dans la peur. Voilà, ils sont dans cette peur de départ. Ben oui, mais c'est un état pathologique. Et à partir du moment où on remplace les sucres lents par des sucres dits rapides, ils le sont, mais qui nous apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie, eh bien on n'a plus peur. On passe au-dessus des nuages, là où il y a toujours le soleil. Ici, bleu. Oui, il y a déjà ce frein mental qui est dû à leur ancien comportement alimentaire. Qui est dû à l'alimentation. Oui. Et la peur, quels que soient nos états de peur, ils sont créés. C'est une pathologie très lourde, et je sais que j'en ai été victime longtemps. C'est une pathologie très lourde qui fait qu'on n'ose pas, on voudrait bien, mais on ne peut pas. On est bloqué, on est en fréquence basse. Donc il y a carrément un lien
sur mais le c'est comportement certain. alimentaire et l'aspect du cerveau L'aspect intellectuel, l'aspect spirituel spirituel, et l'aspect organique. psychologique et émotionnel Ouais. et physique. Et le point de départ de notre fonctionnement cellulaire, c'est les cellules qui nous permettent de tout faire, d'aimer, de penser, d'agir. Et si les cellules sont asphyxiées, carencées, et qu'elles baignent dans un milieu empoisonné, elles ne peuvent pas se relier aux fréquences élevées. Et le but d'une alimentation normale et naturelle, qui aurait toujours dû être la nôtre, c'est d'arriver justement à ce fonctionnement maximum, au maximum bienfaisant, pour nous-mêmes et pour les autres. Et ça revient à vos 4 points sur les lois universelles, sur la respiration, Mais les 4 bases, le sommeil. les 4 lois fondamentales de l'existence. Quand un bébé arrive au monde, la première chose qu'il fait, il respire. Quand il le quitte, quand on va le quitter, on va expirer. La respiration est notre première source nutritionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. On respire du bout du nez juste pour pas mourir généralement. Mais il faut réapprendre à respirer profondément, calmement, amplement et tranquillement, si on veut respirer longtemps. Ça fait partie des bases indispensables. On voit bien aujourd'hui aussi l'évolution sur les pratiques respiratoires, méditatives, oui, de relaxation. Tout à fait, et qui sont ô combien bénéfiques. Absolument. Ça, il faut les réintroduire. Absolument. La deuxième chose que le bébé fait, il tète sa mère. Que ce soit un petit chat, un petit lapin, un petit veau, un bébé, il tète immédiatement. Il va prendre la nourriture que la nature a prévue pour son système digestif. Et la seule véritable nourriture d'un petit, d'un bébé, quel qu'il soit, c'est le lait de sa mère. Ce n'est pas le lait des vaches pour les bébés. Il y a un médecin qui a écrit un livre, le lait c'est de sacrée vacherie et on ne peut pas dire mieux. Il est certain que du lait de vache chez les bébés, maternisés ou pas, ça c'est c'est quand on fait des affaires. Oui. On a trouvé que le lait des vaches, je me souviens, et ça c'est une histoire qui m'est restée dans la tête longtemps, lorsque j'avais 12 ans, en 1942. C'était encore la guerre, et c'était le point de départ de l'industrie qui se préparait pour après la guerre. On venait de découvrir la pasteurisation, la réfrigération, et on avait pensé qu'il fallait prendre le lait des vaches pour nourrir les bébés. Alors, la maîtresse que j'adorais disait, premièrement, que le lait des vaches que le biberon de lait de vache pour un bébé était plus hygiénique que le lait maternel. Deuxièmement, que le biberon pouvait être donné par n'importe quelle personne, que ça laisserait du temps libre à la maman, sans s'occuper du manque de contact entre le petit et sa mère, qui pourrait manquer à l'un comme à l'autre toute sa vie. C'était le début pour en plus les femmes l'accès au travail. Et troisièmement, ça c'était le plus fort, que les femmes qui nourriraient leur bébé avec un biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. Cette leçon m'est restée en travers. Je ne savais pas, mais alors que j'adorais ma maîtresse, je croyais tout ce qu'elle disait, là, c'est pas passé. J'ai compris longtemps après. Pourquoi? Mais vous voyez, le management est terrible. Et on informe les enfants à l'école. Et là, on formait déjà les fillettes de mon âge pour qu'elles puissent imaginer ne pas nourrir leur bébé avec leur lait, mais avec le biberon de lait de vache. C'est ce que j'appelle les forces négatives. Le diable est passé par là. C'est le conditionnement pour créer, en tout cas. Oui, mais quand on ne sait plus ce qu'on a à faire et qu'on fait des affaires, c'est ça l'histoire. C'est qu'on ne marche plus à l'endroit, on marche à l'envers.
Et quand on marche à l'envers, il n'y a plus rien qui va. Hein. Et avec le lait des vaches, qui est fait pour les veaux, et qu'ils vont téter tant qu'ils n'ont pas de dents pour manger l'herbe et le foin qui sera leur nourriture d'adultes. Mais jusqu'à ce qu'ils aient des dents, ils ont des sécrétions digestives qui peuvent digérer le lait de leur mère. Quand ils mangent de l'herbe et du foin, leurs sécrétions digestives s'adaptent à cette nouvelle nourriture et ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère qui n'en a plus. On n'a jamais vu un veau de 3 ans téter sa mère. Mais le lait des vaches, c'est riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois. On n'a jamais vu un bébé de 4 kilos peser 12 kilos à 3 mois. Et le lait des mamans, femmes, il est fait pour leurs petits. Mais le lait des vaches, c'est riche en calcium, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui va détruire et brûler notre calcium et nos minéraux. Et les plus grands douloureux sont des grands consommateurs de fromage et de produits laitiers. Et ça a été le développement de l'ostéoporose. Absolument. J'ai vu 5 aveugles le devenir avant 50 ans. Ouais. C'était 5 gros consommateurs de fromage. Les acides gras dans la fine vascularisation de l'œil avaient bouché et créé la cécité. Aujourd'hui, il y a une forte information chez les sportifs dans laquelle on peut en tout cas tirer profit de ces informations. Et aujourd'hui, le docteur Joyeux a le même discours que vous. Il y a eu un super il a lu débat. mes cours il y a 30 ans. Oui, je crois que vous en aviez parlé. Oui. Il y a eu un super débat aussi avec le docteur Pelé et le docteur Cohen. Le docteur Oui. Pelé, Mais il est certain qu'il y a une quantité de médecins à l'heure actuelle, des vrais médecins, des vrais médecins, qui veulent faire de la santé et du bonheur humain, qui sont en train de se rendre compte que ce que la faculté leur a appris n'a pu les conduire qu'à fabriquer de la maladie. Et je prétends, et j'ose le dire très fort, que dès qu'on se soigne, il faut comprendre ce que c'est que la maladie. La maladie, c'est une souffrance, notre corps est en difficulté parce qu'à un moment, le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et chaque fois qu'il veut se débarrasser, éliminer les résidus des toxiques de ce qu'une alimentation qui n'est pas faite pour notre corps lui a laissé, évidemment, il est fatigué, ça va être pénible si c'est des viscosités, ça va être douloureux si c'est de l'acide urique produit par les viandes et les produits laitiers, mais là, on a dit qu'on était malade. Et on s'est dépêché d'arrêter la maladie. La maladie, ça veut dire que on est mal, on est en difficulté parce qu'on a fait mal à mal à la vie, mal à ses lois. On n'a pas respecté le système digestif de notre corps, on lui a mis n'importe quoi dedans, et il est bien normal qu'à un moment, il veuille expulser tout ça. Si je comprends bien, c'est que c'est nécessaire. Que quand le corps parle, c'est une les crise vieux japonais nécessaire. appelaient ces moments des crises guérisseuses. Elles sont là pour ça. Et chaque fois qu'on est en état de souffrance, qu'on est malade, que les microbes arrivent et les virus, mais c'est pour se régaler toutes les saletés qu'on a mis dedans. À la limite, ils sont écologiques. Et c'est pas les microbes et les virus et les candidats qu'il faut tuer, c'est nettoyer la poubelle. J'y reviens. J'ai assisté à une conférence il n'y a pas très longtemps du docteur Deepak Chopra alors, j'ai essayé de le saisir comme je pouvais, c'était en anglais mais pas forcément bien traduit au bon moment. Il expliquait que le café mélangé avec des oléagineux, eh bien, justement, était favorable à consommer ensemble. Non. Le café, c'est un poison. C'est un poison, c'est un excitant. Qu'est-ce que c'est qu'un excitant? Vous avez 2 chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, il boit, de l'avoine, il mange, une litière, il dort. Au deuxième, le lendemain, il a refait son énergie, il peut repartir. Au deuxième, vous ne donnez ni à boire, ni à manger, ni de sommeil. Et vous voulez qu'il reparte sur le champ. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un coup de bâton, un coup de cravache, un coup de fouet. Il va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour repartir.
il va repartir. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand tu n'auras plus de réserve, mais il va s'écrouler. Et le café, l'alcool, le thé, ce sont des excitants. Ce sont des chèques sans provision. Ils vont puiser dans nos réserves. Là, j'ai envie d'être un peu pertinent, Irène, et vous m'en excuserez, mais j'ai envie de vous dire, la nature, pour moi, elle a créé des choses qui sont nécessaires. Le lait, c'est nécessaire pour les veaux, mais le café... Le lait des vaches, il est fait pour les veaux. Il est fait pour les veaux, voilà. Mais ça Le lait des lapins pour les petits lapins. Pour les petits lapins. Mais le café, il a bien une vertu, il a bien quelque chose. Mais il est grillé. Il est noir. Et c'est dans le grillant qu'on a créé ce poison qui excite. Mais le café, si on le cueille dans la nature et qu'on le mange, ça n'a rien à voir. C'est comme le thé. Ça, c'est une information importante. Oui, évidemment. Mais le café, c'est un élément naturel, mais qu'on a grillé. Le raisin, c'est absolument parfait. Vous ne mangerez pas une grappe de raisin de plus. Mais par contre, le raisin transformé, devenu vin, vous pouvez en boire un verre, 2 verres, 3 verres, et beaucoup plus. Parce que devant un aliment végétal et cru, naturel, qui est fait pour notre système digestif, nos cellules savent exactement de quoi elles ont besoin. Et on est attiré par les fruits ou légumes dont on a besoin. Alors c'est pas la peine de vous demander s'il y a du phosphore, vous n'en avez rien à faire. Mangez les fruits et légumes qui vous attirent. Ceux-là, vous ne vous tromperez pas et vous n'en mangerez pas plus qu'il faut. Par contre, devant un aliment transformé, cuisiné de quelque façon que ce soit, vos cellules marchent à l'envers. Elles vont demander exactement le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, c'est la spirale infernale. Et automatiquement, plus vous êtes empoisonné, plus vous en boirez et vous en mangerez, et plus vous irez mal. Concernant, par exemple, un sportif qui est déjà reconnu, en tout cas qui est déjà bien entraîné, et qui décide de passer dans l'alimentation vivante, au bout de combien de temps il va pouvoir observer une amélioration de ses performances? Chaque cas est un être unique. Oui. Et ça dépend de sa constitution. On ne vient pas tous au monde. Pour venir au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps. Mais des 2 chevaux au Rolls, il y a tout un choix. Hein? Et on est tous le produit de l'héritage de nos ancêtres et de nos parents. Bon. C'est un peu comme quelqu'un qui commence le sport, lui il va avoir des marges de progression rapides, et celui qui est déjà entraîné, il va avoir des progressions. On n'est pas tous les mêmes. Hein? Et en fonction de la qualité de notre système cellulaire, on va déjà agir différemment. Ensuite, il y a tout ce que l'on a accumulé comme résidus qui va nous freiner. On récupère les résidus de nos parents. Ben évidemment, génétiquement. Et là, c'est important parce que quand l'enfant vient au monde, il n'a pas seulement les qualités et les défauts de ses géniteurs, il a reçu également toute la toxémie, un héritage empoisonné. Et les maladies d'enfant sont faites pour expulser cet héritage afin que l'enfant régénère. Seulement, comme on est sous l'influence de la peur et de l'illusion, on s'est dépêché de créer une médecine qui arrête. On stoppe. L'enfant fait de la fièvre, on arrête la fièvre. Ok? Apparemment, il va mieux. Mais tout l'acide qui était en train de fondre pour pouvoir passer dans le sang, être éliminé à travers les urines ou la transpiration, ben, l'enfant va devoir le refouler dans ses nappes souterraines et le garder. Au lieu de l'évacuer, s'il peut l'évacuer. Et c'est là où il y a des techniques de santé à remettre en évidence pour aider l'enfant à se libérer de cet héritage empoisonné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire quand il y a un enfant qui a de la fièvre. Il faut aider son petit corps à évacuer cet héritage. De cette façon, il va régénérer. Alors qu'autrement, on coupe la fièvre, il va enfermer. Et dans le mot enfermer, il y a le mot enfer. C'est pas une plaisanterie. Moi, je me souviens, mon premier jeûne, j'avais 14 ans déjà de pratique naturopathique. Et on a appris des choses. Et merci, Monsieur Marchesso, l'école et les cristaux, il a
donner les bases. Mais il y a un élément, comme il était en bonne santé, qu'il n'avait pas travaillé suffisamment, c'était l'élimination des résidus. Et j'avais un mari asthmatique, donc c'est à cause de lui qu'on était arrivé à cette alimentation végétarienne, à la naturopathie. Et après 15 ans de régime végétarien, ses crises étaient beaucoup moins fortes, il avait fait un abcès au poumon, enfin il y avait eu beaucoup de choses. Mais étant donné qu'il avait été soigné pour l'asthme avec beaucoup de théophiline et de ventoline, le cœur était extrêmement fatigué. Et quand il a dû faire un gros effort un jour, le cœur a lâché. Et j'ai cherché, et pratiquement tous les asthmatiques ne meurent pas d'une crise d'asthme, mais d'une insuffisance cardiaque. Et c'est là où, en soignant, comme on soigne, on arrête une crise d'asthme avec de la ventoline, on excite le cœur, mais en l'excitant, on le fatigue, on l'épuise. Et on ne change pas ce qui a provoqué l'asthme. C'est le problème. C'est le problème de cette médecine allopathique qui a appris à éteindre les voyants rouges sans jamais se demander pourquoi ils sont allumés. Justement, 1 an après la mort de mon mari, et Dieu sait que c'était un choc important parce qu'on était en train de recréer un centre de santé, enfin. Et j'étais très mal, très très mal. Je fonctionnais encore au café à l'heure actuelle parce qu'étant végétarienne, étant nourrie d'aliments de céréales cuites, de pain complet, de pâtes complètes, de riz complet, ok, mais avec ça il faut un excitant, parce que toutes les céréales cuites ne peuvent pas apporter d'énergie, tous ces sucres lents. On y revient. On y revient, oui. Hein? Et donc, forcément, on est en basse fréquence. Donc, quand elles sont en fréquence basse, elles ne peuvent recevoir que des éléments négatifs et destructeurs. Ce que les religions ont appelé le diable, l'enfer, c'est ça. C'est ça. Et là, on est la proie des forces négatives. Et on est très malheureux. C'est pour ça que les gens qui sont malheureux sont de plus en plus malheureux. Eh bien, évidemment, parce que comme la pensée crée, la loi d'attraction fait que quand vous recevez une pensée malheureuse, négative, destructrice, vous attirez l'élément auquel vous pensez. Le système organique et c'est un système infernal. Ça, et on le vit dans ce cerveau émotionnel. On le vit sur tous les plans. Ouais. Hein? Donc, ça peut être déjà un point important pour des personnes, déjà, avant de commencer, certes, une thérapie qui peut avoir un sens, mais déjà de commencer à changer leur alimentation, régénérer, et déjà commencer à retrouver, se rapproprier des premières émotions. Absolument. De joie. Mais forcément, à partir du moment où on change d'alimentation, on est différent. Oui. Alors, je reparlais de ce jeune. Donc, 1 an après la mort de mon mari, j'étais encore très mal. Mes enfants étaient un étudiant à Paris, l'autre à Strasbourg, l'autre à Nice. Ils arrivent pour Noël, je me réjouis. Et le lendemain, mes gaillards me disent, comme d'habitude, chaque année, maman, ok, on part au ski pour la semaine entre Noël et Nouvel An. Et je me retrouve toute seule. Désespérée, je me dis, flûte, j'en ai marre. Je fais la grève. Je mange plus, je dors plus, je ne fais plus rien. Je laisse le ménage, je laisse tout. Et je me mets à jeûner. C'est le premier jeûne que j'avais fait parce qu'on n'avait pas appris pratiquement à jeûner. Et c'est pourquoi je veux une école pratique de santé. Donc je jeûne. Premier jour, c'est de la salle de bain au lit, du lit à la salle de bain, j'étais mal. Deuxième jour, c'était pas tellement mieux, mais j'arrive à prendre un livre pour m'occuper l'esprit. Et comme par hasard, Le corps, c'est inconnu d'Alexis Carrel, où il parle de la vie cellulaire et des liquides dans lesquels elle baigne. Je lis mon bouquin 2 jours, 3 jours. Le 4e matin, j'ai jeûné, je n'ai rien mangé du tout, j'ai bu de l'eau, de l'infusion. Et je me lève le 5e matin en chantant et enchantée et avec une énergie que je ne me rappelais plus avoir. Qu'est-ce qui s'était passé? Mon mari n'était pas ressuscité, mes enfants n'étaient pas là. J'avais toujours perdu la propriété, puisque comme à la mort de mon mari, je ne voulais plus rien, la propriété qu'on avait s'est vendue pour rien, même l'assurance décès n'a pas fonctionné, mais je ne voulais plus rien, j'avais exactement ce que je voulais. Ce que vous vouliez, j'avais attiré. Tout à fait. Et là, je me suis rendu compte que simplement en jeûnant 5 jours, j'avais changé
d'état d'esprit. Eh oui. Je ne voyais plus les choses de la même façon. manière. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre le comportement cellulaire par rapport à... Ouais. Et c'est là où, quand vous mettez des aliments vivants dans votre corps, vous allez recréer de l'énergie. Mais il faut savoir, et c'est très important, c'est que dès que votre corps aura un maximum d'énergie, il va l'utiliser pour se nettoyer. Et là, vous serez mal. Et vous retrouverez les problèmes que vous aviez avant. Oui. Et même, souvent, j'appelle cette période l'accélération des symptômes. Ça, puisque vous avez plus d'énergie, le corps va nettoyer plus. Il va s'y mettre. Hein. Et là, vous serez plus mal. Ben, vous aurez des rhumes, vous aurez des bronchites, vous aurez mal, vous aurez tout ce qu'on appelle des maladies. Et qui ne sont pas des maladies, qui ne sont que des effets, des appels au secours de notre corps qui veut se nettoyer parce qu'on a fait maladie. C'est une sorte de feu rouge, une sorte de signe. C'est un feu rouge. C'est un feu rouge. C'est un feu rouge. Ce que je voudrais en même temps, parce qu'on ne vient pas. Enfin, comment je peux amener cette question? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, mon passé, il est accepté. Mon passé, je le vénère. Enfin, en tout cas, j'aime mon passé. Et cette partie de sport, de combat qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, elle est sacrée. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin de passer pour se connaître, pas de passer par ça. Moi, au lieu de regarder la télé, le soir, j'allais à l'entraînement. Donc, ça a été vraiment salvateur pour moi. Et ce que je voudrais apporter à ces jeunes, justement, à ceux qui sont aujourd'hui dans la compétition, eh bien, c'est de prendre un peu, peut-être des raccourcis, puisque grâce à vous, vous avez plus longtemps d'années de jeunesse que moi, vous pouvez certainement faire gagner du temps à ces jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ces jeunes qui font des sports martiaux et en même temps qui peuvent continuer de pratiquer ça et être joyeux, et être en bonne santé et avoir du sens? Qu'est-ce qui pourrait être? Mais il faut qu'ils se nourrissent correctement. Donc c'est compatible alors? C'est la base. Oui. Hein? On peut aussi bien être un guerrier et être plein d'amour. Un guerrier? Un guerrier? Non, on n'est pas guerrier. Ah, voilà, c'est intéressant que j'ai ces termes. Non, parce que quand on veut être un champion, on a, j'ai cherché plutôt, moi, dans mon histoire, à vouloir m'identifier. Non, on peut être mieux avec soi-même, c'est ce qu'on cherche en réalité. Très bien. Hein? Exactement. Mais on est guerrier que quand on est en fréquence basse. Ok, intéressant. Intéressant, c'est de changer la définition. Mais on n'est pas guerrier. Et oui, on croit que le guerrier il se sent bien alors qu'on peut se sentir bien avant. Mais pas du tout, pas du tout. Ouais. L'important c'est d'être le mieux possible avec nous-mêmes. Oui, très bien. Et plus on est bien avec nous-mêmes, plus on sera bien avec les autres. Et dans sa pratique sportive également, on peut... Mais exactement. Et le but, il est là. Absolument, oui. Faire la guerre, c'est détruire. Je suis d'accord. Et on n'est pas fait pour détruire. On est fait pour construire. Et le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité, c'est que chacun soit le mieux possible avec lui-même. Parce que comme la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, on ne donnera que ce qu'on a. C'est une magnifique phrase pour pouvoir, en tout cas, terminer notre entretien et apporter ces suggestions à ces sportifs. C'est pour pouvoir aller devenir soi-même, eh bien, prenez du temps. D'être un champion de sa vie. D'être un champion de sa vie. Prenez le plus possible soin de vous et veillez à votre bien-être. Eh bien, c'est le point de départ de tout. Et que chacun, si chacun peut être le mieux possible avec lui-même, ben, il est un champion de sa vie. Et on peut rêver quoi de plus? Et là, on sait ce qu'on a à faire et on va le faire, on est heureux de le faire. Et tout va bien. Et la vie nous informe en permanence.